Je tenais juste à remercier Olivier de son invitation et aussi pour sa confiance. Il est vrai que la posturologie est une spécialité médicale encore peu connue, puisque récente. On est enseigné à différentes universités en France seulement depuis 10 ans. Un peu en Espagne, en Italie et maintenant au Brésil. Toujours pas aux États-Unis, mais je suis sûr que ça va venir bientôt. Donc on a commencé un travail en effet sur l'apport des orthèses plantaires posturales. On aura l'occasion de discuter, je suppose, avec des podologues ici présents entre les orthèses posturales et les orthèses mécaniques. C'est un vaste débat. Tout d'abord, je me présente. Donc, outre que le clinicien, je fais en effet de la recherche clinique avec le laboratoire motricité et performance du STAPS de Nantes, également avec l'école Audenciac, le Master Sport, et l'Université du Collège de Londres. Alors, je suis ravi que le docteur Barisien ait parlé tout à l'heure de la rééducation cognitive, puisqu'on travaille sur le couple perception-action, notamment avec le neurotracker. Voilà, on est en train de travailler sur un logiciel encore plus individualisé que le neurotracker pour rééduquer l'aspect cognitif. Alors tous ici présents, nous avons une passion, c'est l'étude du mouvement. Nous sommes tous persuadés ici qu'en étudiant le mouvement, nous aurons une réponse pour optimiser la performance individuelle. Nous avons tous des spécialités par contre différentes et nous avons tous une vision différente. Donc j'aimerais vous donner la mienne en tant que posturologue. Vous allez voir que nous ne regardons pas forcément tous la même chose pour le même objectif. Alors, la posturologie, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'étude du mouvement à travers la fonction articulaire, la fonction motrice, somesthésique, proprioceptive, mais également cognitive. Alors comment ça fonctionne? Au niveau des pieds, au niveau de l'œil, mais également au niveau de tout ce qui est crânio-mandibulaire et fonctions orofaciales, ce que connaissent bien les ostéopathes et les kinés ici présents, nous avons énormément de mécanorécepteurs. Alors pour l'œil et le pied, nous avons deux types de mécanorécepteurs. Tout ce qui est extérocepteur, qui reçoit les informations de l'extérieur, et également des propriocepteurs, qui reçoivent les informations de l'intérieur. On a également bien sûr le vestibule, on en parle peu parce qu'on ne peut pas aller rééduquer le vestibule sauf en substitution sensorielle. Donc tous ces capteurs-là vont donner des informations au niveau du système nerveux central, au niveau notamment des noyaux gris centraux, des noyaux rouges, au niveau du cervelet, qui lui va avoir une répercussion au niveau moteur. Il va avoir une régulation des chaînes musculaires, et puis il existe un système automatique auto-asservi qui renvoie les informations au niveau sensitif. Et c'est une boucle rétroactive et proactive. Donc, en posturologie, nous avons pour objectif de modifier ces récepteurs au niveau notamment des yeux et des pieds, nous allons voir également au niveau dentaire, pour avoir une répercussion au niveau des chaînes musculaires et optimiser le mouvement. Alors, il y a une étude qui est très récente qui a utilisé l'illusion d'Ebbinghaus. À votre avis, est-ce que le trou de gauche est plus petit ou plus gros que le trou de droite? Vous la connaissez. C'est la même. Sauf qu'au niveau perceptif, c'est extrêmement intéressant. Sur des golfeurs débutants, on a entouré le trou sur le green avec cette sorte de petite pétale. Et à la grande surprise de tous, on a 2 fois plus de résultats sur le trou de droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à modifier la perception, l'action va être différente. Alors comment ça fonctionne? Ce fameux couple perception-action, qui est représenté notamment par le modèle interne, c'est-à-dire que nous avons tous une signature posturale et fonctionnelle.
via les entrées sensorielles, notamment par l'œil et le pied, qui sont les deux seules entrées sensorielles qui reçoivent les informations de l'extérieur et de l'intérieur, nous allons avoir une focalisation, une attention différente. Et de ce fait, en cas de stress, il va y avoir une altération de l'action, ou en cas de flow, là on est fluide, où on se sent super bien, où on voit le trou très très gros, il y a des jours où c'est comme ça, et où on va avoir une meilleure action, une optimisation de la performance. Alors ça c'est très complexe, c'est juste pour vous citer tous les auteurs des publications qu'on utilise dans la régulation centrale de la posture. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'à travers la modification de la vision des propriocepteurs, des récepteurs somesthésiques, à travers le schéma corporel, nous allons pouvoir optimiser le mouvement juste en modifiant de façon très très fine ces récepteurs. Donc si nous reprenons ce schéma, prenons l'exemple de l'œil. Quand je parle de l'œil ici, on ne parle pas de l'aspect rétinien, la fovea, mais l'aspect oculomoteur. Chaque œil est pourvu de 6 muscles. Et dans ces muscles, il y a énormément de mécanorécepteurs. Pour tout mouvement, nous nous orientons vers... le regard oriente le mouvement. Vous connaissez ce petit schéma-là. Le regard est toujours stable à travers un mouvement. Il doit y avoir une stabilisation du regard. Ça, c'est Berthoz qui a travaillé énormément là-dessus, en nous mettant ici, au niveau cortical, toutes les aires qui prédominent. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que pour une stimulation oculomotrice gauche, on va avoir une stimulation préférentielle corticale droite et inversement. Donc Anda, Haynes et Lewis ont travaillé énormément sur les préférences oculaires. Alors idiosyncrasique, c'est pas un gros mot, ça veut juste dire propre à chaque individu. Et professeur Ledoux a travaillé énormément sur les stimulations de l'amygdale. Alors l'amygdale c'est quoi? C'est juste stimuler quand on est en état de stress. Et qu'est-ce qu'il a mis en évidence? C'est quand on est en état de grand stress, on a une inversion au niveau cortical. Et du coup, on utilise préférentiellement l'autre œil qu'on utilise habituellement. C'est-à-dire qu'on a tous une prédominance oculaire. Moi, par exemple, c'est l'œil gauche. D'autres dans la salle, c'est l'œil droit. Regardez les deux yeux, on est tous gauchers et droitiers, mais on est plus à l'aise avec une autre main. En état de stress, moi, je vais utiliser préférentiellement mon œil droit. Ça veut dire quoi sur le petit truc qui tourne hein. Ici, on a un œil droit dominant. Le OMD, c'est l'œil moteur dominant. Donc l'exemple ici, c'est un œil moteur droit, dominant. Il y a une préférence corticale gauche. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas les deux. Attention. En état de stress, il va y avoir une inversion au niveau cortical et également au niveau moteur. Alors pourquoi je vous dis tout ça? On va déjà vous tester. Vous allez faire tous comme moi. Vous allez juste faire ça, comme ça. Fixer le rond bleu avec les deux yeux ouverts, s'il vous plaît, les deux yeux ouverts. D'accord? Je vous demande de fermer un œil, puis l'autre. D'accord? Vous voyez la différence? Ok? Alors, qui a un œil gauche, où ça reste? Qui a un œil droit? Il y a plus de droit aujourd'hui. Ok. Alors ça, c'est l'œil de visée. D'accord? L'œil moteur, c'est encore différent. On peut avoir un œil directeur, un œil de visée droite, et avoir un œil moteur gauche ou droite. On peut tout avoir. L'œil directeur est intéressant pour certains ostéopathes, car ça nous donne la rotation préférentielle au niveau de C1, C2. Si on a un œil droit moteur préférentiel, on a une rotation gauche préférentielle niveau C1, C2. Ça, ce sont les tests de Marsman. On va en faire d'autres. Est-ce que vous pouvez faire ça? Croisez les doigts.
Qui a le pouce dessus droit? Qui a le gauche? On refait. Très très vite, essayez de faire l'inverse. C'est chiant. C'est chiant. Là aussi, c'est une préférence. Si on a un pouce droit dessus, on a une préférence vertébrale des dorsales hautes en rotation à gauche. Donc ça, en ostéo, c'est hyper intéressant parce que si on a une dysfonction à ce niveau, est-ce qu'on doit la lever? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt secondaire ou primaire? Il faut toujours aller dans le sens de la préférence individuelle. De la même façon, faites ça. Qui a le bras gauche dessus? Le droit. Ok. On commence. Très vite, essayez de faire l'inverse. Là aussi, c'est très vite. Voilà. Si vous avez le bras gauche dessus, vous avez une rotation droite préférentielle des corps vertébraux des dorsales basses. Ça, ce sont les tests de Marsman. Alors, très intéressant pour le golfeur, on a une batterie de 6 tests comme ça qui répondent à 6 fonctions vertébrales. Chez les sportifs de haut niveau, on a très souvent une préférence gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Le gars va être capable de compenser très 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 facilement. Si on a des syndromes qu'on appelle dysharmonieux, on le voit très très peu chez les sportifs de haut niveau. Par contre, dans un point de vue clinique, dans les centres, moi je travaille dans un centre antidouleur, on a énormément de syndromes dysharmonieux et c'est beaucoup plus compliqué en termes de rééducation. Dr Marsman à la base est un médecin de rééducation fonctionnelle. Donc ça c'est juste pour vous montrer qu'on est tous différents d'un point de vue moteur. Passons maintenant à l'œil moteur. Si je vous montre maintenant cette vidéo, comme tout à l'heure, avec une autre vision, celle du posturologue, à votre avis, notre cher ami, est-ce qu'il est un œil moteur gauche ou un œil moteur droit? Fixez maintenant son œil et sa rotation de tête. Alors là, à votre avis, est-ce que l'œil droit, il fixe la balle? Non. Voilà. Là, on a véritablement un œil gauche moteur. C'est juste sa préférence à lui. C'est tout. Par contre, pour le être stressé, en état de stress, il va utiliser son œil droit moteur. Alors le stress, on ne va pas pouvoir l'enlever. C'est pas possible. Et on en a besoin d'ailleurs, pour tous nos athlètes. Mais par contre, l'entraîner avec son œil droit moteur, ça va être très intéressant, parce qu'il va beaucoup mieux gérer ses émotions, il va beaucoup mieux gérer son stress. Donc moi, ce que je vous invite à faire, les entraîneurs ici présents, c'est maintenant de tester l'œil moteur de vos athlètes, pas en compète, mais à l'entraînement, d'utiliser un cache, et on le met ce cache sur l'œil moteur dominant de votre athlète, pour l'entraîner avec son autre œil qu'il va utiliser en cas de stress. On parlait tout à l'heure des entraînements et des stéréotypes, c'est exactement la même chose. Tout ça, ça peut se rééduquer, et je vous assure que les athlètes vont beaucoup mieux gérer leur stress juste en mettant un cache sur leur œil moteur, qui n'est pas le même que l'œil visé. On arrive. Je sens pressé. Un peu au boulot maintenant. Bon, je prends la petite fiche, parce que moi je ne connais pas tous les golfeurs. Celui-là, c'est... Moi j'ai Metelli Westwood. Non? Moi j'ai mis ma fiche à l'envers. Bon, par contre, vous avez vu l'œil ou pas? C'est quel œil? Ici, c'est quel œil? Regardez la rotation de tête, c'est l'œil droit. Non, regarde. Regarde le suivant. Là, celui-là, tu vas me dire si l'œil droit est pour regarder la balle. Attends, c'est pas parti. Oh, je suis désolé. On commence.
Là, c'était un œil gauche qui était flagrant. Non, non. Là, on le voit, c'est vraiment clac à ce niveau. C'est pas toujours hyper flagrant, et puis on n'a pas toujours les ralentis. Hein. C'est un droit. Clac, il tourne la tête là, c'est l'œil droit. Tu verras que la tête elle tourne différemment si c'est un œil gauche ou un œil droit. Regarde bien ici. Je vous avais dit qu'on n'avait pas la même vision. Tiens, regarde là. Tu vois, l'œil droit là, il est à l'ouest. C'est forcément l'œil gauche. Forcément. Là, je vous en montre encore deux autres, après on en reviendra si vous voulez. Je vais juste vous montrer Rory. C'est pas lui, je sais. Quand même. C'est qu'avec les casquettes, c'est pas forcément évident, je vous l'accorde. Voilà, là c'est un œil gauche. On le voit bien. Ok ? Donc là, regardez. Regardez, hop. C'est un droit. On le voit bien. Allez, un petit dernier pour la route. Pas simple celui-là, mais c'est un droit. Alors, ouais, c'est pas évident et on n'a pas toujours le ralenti. Donc, en fait, avec le laboratoire, on travaille actuellement sur un logiciel à partir d'une plateforme de force sur plateau instable antéro-postérieur avec des stimulations visuelles différentes pour stimuler l'oculomotricité droite et gauche. On en parlera si tu veux tout à l'heure, mais on a également des visions, des stimulations visuelles pour la haute fréquence et la basse fréquence pour stimuler sur le plan cognitif. Mais là, c'est juste pour l'œil moteur. En fait, à travers un petit jeu, avec une plateforme comme ça, et des stimulations visuelles qu'on a mis au point, on va mesurer, de façon objective, avec une plateforme, on va mesurer la variance de la vitesse, tout ce qui est diffusion de Collins, enfin, c'est calculs mathématiques, un peu savant. Mais au moins, on va bien concevoir l'aspect dichotomique, savoir si c'est l'œil droit ou l'œil gauche. À partir de là, on peut mettre en place un système de rééducation cognitive ou tout simplement aller mettre un cache sur l'œil moteur dominant de votre athlète pour qu'il puisse mieux gérer le stress en compétition. Donc, voilà pourquoi ça peut fonctionner avec l'illusion ici. Dans les bons jours, on va stimuler facilement notre œil moteur dominant et on va directement viser en haut à gauche. Quand on va être en état de stress, on va utiliser son autre œil, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'autre partie au niveau cortical, et on va viser le petit trou qui est en bas. Et là, au niveau réussite, au niveau performance, bah forcément, on est moins bon parce qu'on ne sait pas gérer le stress. Ça, on l'utilise également en entreprise. Parce que le stress, c'est pas qu'au niveau du sport. Alors ça, c'était qu'un exemple. On a plein d'autres au niveau de l'œil. Au niveau des dents,
Les dents, tout ce qui est fonction orofaciale, crânio-mandibulaire, il y a une innervation par le nerf trijumeau, qui a une interaction également avec l'oculomotricité. Il y a une interaction au niveau des chaînes musculaires. Alors là, il y a une seule étude au niveau biblio qui est extrêmement intéressante. D'ailleurs, on est parti de ce protocole pour faire le protocole avec les orthèses plantaires. Donc, pour info, avec les protège-dents, on augmente la vitesse de club à l'impact. Au niveau des pieds, c'était quand même un peu le but de l'intervention. Alors, comment ça marche? Je suis tout à fait d'accord avec Olivier, avec certains, qu'il faut éviter de corriger le pied, surtout par des semelles mécaniques. Une semelle mécanique, c'est une semelle qui est très dure, comme il y a aux États-Unis avec du carbone, qui entoure tout le pied, qui bloque le pied. Tous ces mécanorécepteurs dont on parle, comme au niveau de l'œil, comment ça fonctionne? C'est binaire. Tu permets? Voilà. Si j'appuie ici sur quelqu'un, les mécanorécepteurs entendent qu'il y a une pression. Ça va directement là-bas, il y a seulement 2 neurones. Si j'appuie très fort, j'atteins même les fibrosés, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul neurone, là il y a la douleur. Si je persiste, c'est totalement binaire, ça se fout en off. Et d'ailleurs, il y a plein de techniques utilisées en kiné avec ce type de message. Donc si on met des semelles mécaniques, avec des grosses voûtes pour corriger un pied plat, on s'en fout, le pied plat il est là, il est là, pouvoir stabiliser la cheville, pourquoi pas, dans certains cas, je suis tout à fait d'accord. Mais dans ce cadre-là, on va saturer ces récepteurs, ils ne vont plus répondre, toute action ostéopathique kiné ne va pas fonctionner. Donc les semelles mécaniques, ça fonctionne très très bien, mais dans l'optimisation de la performance, c'est plutôt à éviter. Donc quand on parle d'orthèse plantaire posturale et fonctionnelle, on va utiliser des semelles avec des cales de 1 à 2 mm. Alors quand on les voit dans un premier temps, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais je vous assure qu'il y a une action et je vais vous le prouver. Alors comment ça fonctionne? C'est au même titre que la biomécanique, d'ailleurs c'est tout à fait complémentaire. Une asymétrie au niveau du bassin est compensée par une asymétrie au niveau podal. Vous avez ici un exemple avec une contrainte rotatoire au niveau du bassin, avec ce qu'on appelle une fausse jambe courte, ou des fois il y a des jambes courtes, des vraies ou des fausses. Peu importe, dans tous les cas, on va avoir un bassin de travers. Si on a un bassin de travers, au niveau du couple de torsion au backswing, on va avoir forcément une diminution de la restitution d'énergie. Donc si cette contrainte rotatoire pelvienne est bien compensée au niveau podal, on a un exemple par un pied qui s'affaisse vers l'intérieur ou vers l'extérieur, il est intéressant de pouvoir le corriger dans le but de stabiliser le bassin pour avoir un meilleur couple de torsion, notamment au backswing, et du coup une meilleure restitution d'énergie. C'est ce qu'on peut faire avec les orthèses plantaires. Un exemple, un ado avec des douleurs de dos. Là on voit juste que c'est une tour de Pise, on a l'impression d'une jambe courte, il est complètement de travers. De profil, on se rend compte qu'il a juste un genou qui est un peu plus fléchi à droite, et il a une flèche lombaire et cervicale relativement importante. Alors en cabinet de podologie, de posturologie, on utilise ce type de plateforme. On visualise les empreintes plantaires et on visualise le déplacement du centre de gravité. C'est la petite pelote là, blanche au milieu. Donc on a un enregistrement de sa surface d'oscillation qui est à 790. Alors 790, c'est un papy de 90 ans. Il est hyper instable. On a également son abscisse, le X, qui est à moins 18. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se déplace tout à gauche. Et puis on a la variance de vitesse, en bas à droite, qui est à 58. Il y a une corrélation entre la variance de la vitesse et la tension de la chaîne musculaire postérieure, notamment le tendon d'Achille et le mollet. Donc là, ça met juste en évidence qu'il y a quelqu'un qui est de travers, qui a une asymétrie tonique posturale et qui a une forte instabilité. Ça, c'est le même patient, 30 secondes après. La différence, c'est juste ça.
Voilà ce qu'on met dans les semelles. Alors, c'est pas de la magie, hein. Ce sont des éléments que l'on met forcément comme bien placés. Et avec ça, on le colle sous le pied, on replace la personne sur la plateforme, on visualise, là encore, le déplacement du centre de gravité. Hein, donc ces plateformes-là sont relativement reproductibles, surtout qu'il y a une telle différence. Là, l'oscillation, elle passe de 800 à 400, on la divise par 2. Le X qui était à moins 18, il passe à moins 3. Donc on est tous plus ou moins instables, entre moins 5 et plus 5, on estime c'est tout à fait dans les normes. Et puis surtout, la variance de vitesse, de 58, on passe à 7. Ça veut dire qu'on va diminuer juste la tension au niveau de la chaîne postérieure. Et puis au niveau postural, on a tout de suite la réponse. C'est immédiat. Ça va aussi vite que la connexion neuronale. Donc voilà le avant, voilà le après. Donc en clinique, voilà ce que l'on fait. Et puis après, on visualise au niveau du mouvement ce que ça peut donner. Il y a un autre élément important au niveau du pied. Sur ces plateformes, on peut visualiser les centres de poussée de chaque pied. En rouge ici et en bleu à droite, vous avez les petits centres de poussée. On visualise ici. Donc là, on a un centre de poussée qui est relativement important sur sa dynamique, et à droite, qui oscille très très peu. Donc on appelle ça un pied pilier à droite et un pied moteur à gauche. Pour avoir un meilleur transfert d'appui, là je parle pour un droitier, hein, il est préférable d'avoir un pied pilier à gauche, comme sur la photo de droite, et un pied moteur à droite. Quand on a ça, avec d'autant plus un centre de gravité qui est complètement dévié à droite, on essaye aussi de mettre en place une correction pour optimiser le pied pilier à gauche et le pied moteur à droite, et de recentrer également le déplacement du centre de gravité, tout ça pour avoir un meilleur transfert du poids droite-gauche, et du coup avoir une meilleure restitution d'énergie. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec nos éléments proprioceptifs au niveau plantaire. Donc avec une correction plantaire, si j'arrive à optimiser la rotation du bassin, du coup à augmenter son amplitude articulaire, du coup à optimiser la vitesse angulaire du bassin, on va réussir à optimiser la vitesse linéaire de la tête du club à l'impact. C'est l'objectif.